OK, donc, bienvenue tout le monde. Fait que ce matin, je suis avec Christophe Conta, consultant chez nous, chez Forgestic, et nous allons couvrir la nouvelle version 10 pour SAP Business One. La partie 2 va être couverte dans 2 semaines parce que je pense que Christophe a pas mal de matière à couvrir. Donc, Christophe, je vais juste te partager l'écran ici que tu présentes. Donnez-moi une seconde. Désigné comme présenteur, voilà. Et c'est à toi. Voilà, devant All right. nous. OK, parfait. Parfait. Est-ce que tu vois bien mon écran? Oui. Parfait, c'est bon. Alors on y va. Bienvenue à notre webinaire sur la version SAP 10. Donc pour l'instant, la version SAP 10 elle est en ramp-up seulement. Ça veut dire qu'elle est disponible à certains clients qui en font la demande à SAP. Par contre, elle sera disponible à tous dans les prochains mois. On ne sait pas exactement quand, mais ça va être quand SAP aura eu assez de rétroaction de la part des clients qui la testent en ce moment. Donc, on pourra vous tenir informé de la date de relâche officielle. Alors, le webinaire d'aujourd'hui, ça sera fait dans la version ANA en patch level 0, qui est sorti à la fin de novembre 2019. Mais pour Il y ceux qui sont a sur SQL, c'est la même la version 10 est disponible pareil, c'est juste que toi, tu es en HANA. Oui, exact, c'est ça. Donc, il est possible qu'il y ait un ou deux features qui soient pas disponibles en SQL, là, mais le gros va être là. OK. Euh, donc, euh, en fait, il y a 2 semaines, le patch level 1 est sorti, mais je l'ai pas encore installé sur ma machine. Par contre, pour la prochaine fois, il y a des petites choses que j'aimerais vous montrer dans la patch level 1. Donc, cette semaine, ça se fait en patch 0, enfin, dans 2 semaines dans la patch 1. Et il va y avoir quelques ajouts intéressants. OK, donc, euh, ici, on a un document, le What's New, qu'on va utiliser pour la présentation. Et on l'a cherché en français, hein, puis on l'a pas encore trouvé, mais c'est juste une question de temps. Non, Donc, on va. je l'ai trouvé Ah, en tu l'as trouvé? anglais, en italien, en espagnol, mais j'ai fouillé partout puis Bon. je ne l'ai pas, les features en français, mais c'est certain qu'aussitôt que je l'ai, Christophe, je vais te le partager puis pour les clients qui le veulent, là. C'est sûr qu'il existe quelque part, donc encore une fois, on va vous Ouais. tenir au courant pour ça. Mais pour l'instant, on va s'en tenir à ça. Donc, on commence. En fait, on va passer à travers, on a environ une dizaine on va dire, de rubriques à couvrir. Et donc, ça va s'échelonner sur 2 webinaires. Ce qu'on va regarder aujourd'hui, c'est les nouveautés au niveau administration, vente et achat. On va passer à travers le financial management, le project management, un petit peu d'inventaire. C'est toutes des petites améliorations qui ont été faites dans chacun des modules. Et pour la semaine prochaine, on va se réserver du temps pour voir le Web Client. Donc, le Web Client, c'est une nouvelle technologie qui est seulement pour la version 10, à ne pas confondre avec le Web Browser, qui est aussi une autre technologie qui permet d'accéder à SAP de partout à travers un Chrome ou un Firefox. Mais ça, c'est encore mieux que le web browser et on regardera ça dans 2 semaines. Donc, c'est un outil qui va nous permettre d'accéder, de créer des commandes ou, en fait, pour l'instant, tout ce qui concerne les ventes, commandes clients, soumission, livraison, facture, ainsi que les fichiers émettre. Et par la suite, euh, SAP va compléter l'offre avec les achats et toutes les fonctionnalités. OK, donc, module administration, on a une nouvelle localisation au UK, ce qui ne devrait pas trop nous concerner pour l'instant. SAP Business One 365 intégration. Donc, ce qui se passe, c'est qu'en ce moment, officiellement, dans la version 9.3, la version Office 365 n'est pas supportée. Il est possible, dans certaines circonstances, de le faire fonctionner. Cependant, à partir de la version 10, ça sera vraiment supporté et ce sera possible d'exporter des documents directement dans Microsoft OneDrive. Au niveau du User Interface, la solution est maintenant
elle est maintenant compatible avec les moniteurs 4K et on a un nouveau skin qui est, je vais vous le montrer tout de suite, là, le skin Belize Deep qui ressemble à ça. Donc la version, par défaut, la version SAP 10 ressemble à ça. Donc c'est juste un petit peu plus bleuté, on va dire, mais pour le reste, tout est exactement au même endroit. Si vous êtes à l'aise de travailler avec la version 9.3, 9.2, vous verrez pas de changement majeur. OK, ici au niveau des processus d'approbation, un petit ajout qui est intéressant, c'est que maintenant, il est possible de permettre à un utilisateur de modifier une demande d'approbation qui est en statut pending. Par exemple, ici, je peux vous montrer, j'ai fait un petit test et je vais aller chercher les alertes. Donc ici, avec un autre utilisateur, j'avais créé un PO en fait. J'avais créé un PO et avant qu'il soit approuvé, j'avais fait une modification et donc l'approbateur a reçu une autre alerte pour lui demander d'approuver le même document. Donc un petit ajout intéressant. Au niveau des préférences d'impression, maintenant, on peut imprimer un service call, donc un appel de service. On peut soit l'envoyer par email immédiatement, soit l'imprimer ou en générer un PDF. Donc, ça peut être intéressant pour une entreprise qui reçoit des appels de service des clients. Comme ça, la personne peut recevoir tout de suite une confirmation que son appel a été ouvert et sera traité très bientôt. Donc, et maintenant que c'est dans les printing préférences, donc on peut, on peut associer un trigger à ça, on peut faire en sorte que dès que l'appel est créé, ça va générer un email ou un PDF. Au niveau des autorisations, ça c'est très intéressant. On a eu des ajouts au niveau des autorisations pour la fiche article et pour les business partners. Donc, ce qui a été rajouté, c'est que maintenant, on peut donner accès à certains onglets dans la fiche article et dans la fiche partenaire. On va les regarder un petit peu plus en détail. On va prendre l'exemple de la fiche partenaire. Donc, avant, on devait donner accès à tout ou à rien ou seulement autorisation d'affichage pour tout ce qui concernait le partenaire. Maintenant, on peut ventiler ça par onglet. Donc, généralité, contact, adresse, conditions de paiement, cycle de paiement et comptabilité propriété. Donc, moi, ça m'est souvent arrivé qu'un client me dise, OK, est-ce que c'est possible de donner accès seulement à créer des nouveaux contacts, mais on ne veut pas que la personne modifie quoi que ce soit d'autre. Maintenant, c'est possible. Ou encore, on peut donner accès à tout et on peut dire, ben, je ne veux pas que mes utilisateurs, ils aillent changer quelque chose dans les propriétés. Donc, c'est possible maintenant. J'ai une question, moi, Christophe. Oui. Est-ce qu'avec ça, tu peux avoir, mettons là, que tu as des gens qui sont, je sais pas, tu as des vendeurs, est-ce que tu peux donner un accès à certains business partners par vendeur ou c'est pas Non, très non? OK. c'est autre chose. Ça, c'est le data ownership, ça. OK. Et je pense, écoute, là, je ne sais plus si c'est valide seulement avec les branches ou si c'est valide sans les branches, là, mais ça, c'est encore autre chose, ça. OK. Mais il est peut-être on peut le faire là en version 9.3, là, tu es en train de dire, c'est ça? Non, ça c'est vraiment, en fait, ça c'est pour les clients qui voudraient dire, OK, je veux que mes clients, ce soit seulement la comptabilité qui crée ça, Mhm. mais mes personnes du service à la clientèle, je veux quand même leur laisser la possibilité de modifier l'adresse ou OK, de OK. modifier, de rajouter des contacts ou de modifier des contacts, c'est tout. OK. Mais je veux pas qu'ils aient le droit d'aller changer le compte contrôle ou qu'ils aillent jouer dans les termes de paiement, par exemple. OK. C'est bon. C'est une demande que j'ai souvent eue et maintenant c'est possible. Même chose au niveau des articles. Au niveau des articles, où est-ce que c'est? Données de base articles. Chacun des onglets maintenant. Donc on pourrait permettre
au planificateur, par exemple, d'aller modifier dans l'onglet planification les lead time et tout ce qui concerne ces données à lui, mais il n'irait pas modifier ce qui concerne les ventes et les stocks. Voilà. Et intéressant aussi la méthode de valorisation. Est-ce qu'on gère nos articles en moyenne mobile ou en FIFO? Ça, c'est quelque chose que des fois, on voudrait pas que certaines personnes aient accès. Maintenant, c'est possible. OK. Au niveau des périodes comptables, un petit ajout intéressant, c'est que on peut faire une recherche sur une période comptable parce qu'on sait qu'avec le temps, il peut y en avoir beaucoup, des périodes, et ça peut être des fois difficile de s'y retrouver un petit peu. Maintenant, on a cette fenêtre de recherche qui nous permet d'accéder à la période en cours. Et aussi, quand on crée des nouvelles périodes, on peut faire en sorte que la date d'échéance, la due date, se retrouve automatiquement dans l'année suivante. Et on peut aller spécifier le mois de l'année suivante. OK. Jusqu'ici, ça va bien? Ça va pour moi. Puis il y a le chat box, les amis, si quelqu'un a des questions ou encore enlever votre mute, là. Mais pour moi, ça va. C'est bon. On continue. OK. Ici, deux petites améliorations. En fait, c'est pas des grosses améliorations, mais c'est là. Donc, le display username, il a été, quand on se log dans SAP en version 9.3 et en version 10, on peut voir le nom de la base de données et notre nom d'utilisateur dans l'écran, ce qui nous permet d'aller, on va aller dans SAP. Et ici, remarquez qu'il est, j'ai trop de fenêtres. OK. Ici, donc, en version 9.3, on peut voir dans la fenêtre principale le nom de la base avec le code utilisateur. En version 10, ça a été mis ici un petit peu plus haut pour laisser plus de place au widget. Et en cliquant sur notre code ici, Manager, ça nous permet d'accéder à une autre base. L'autre chose, c'est que au niveau du screen display, donc il y a eu beaucoup de fenêtres qui maintenant supportent le full screen display. Donc, par exemple, les options générales ou le company detail. Ici, si on va dans les options générales, il est possible maintenant de le mettre en plein écran. OK. Autre chose aussi, c'est que on peut maintenant cacher le toolbar pour avoir plus d'espace de travail. Le toolbar qui est ici, finalement, en allant dans Affichage, Afficher, masquer la barre d'outils. On a une question ici de Oui, Marie-Josée. j'en Oups, ai ça a une. disparu. Je vais te le lire un petit peu. Hop, voilà. OK. Donc, pour le clic accès à une autre base, est-ce que nous devons nous être logués sur toutes les autres bases? Sinon, Non, l'usager et MP, est-ce le même? non, faut toujours rentrer le code utilisateur et le mot de passe. Puis ça, c'est quelque chose que souvent les gens ils pensent que le mot de passe est déjà rentré avec les 4 étoiles, mais c'est pas vrai. Même si votre mot de passe est à 4 chiffres, là, il faut toujours, évidemment, pour des raisons de sécurité, il faut toujours remettre votre code d'utilisateur et votre mot de passe. Et bon, c'est une base dans laquelle j'ai pas été. Donc, si vous faites ça, vous ne vous n'êtes pas logué dans deux bases en même temps. C'est comme si vous faisiez File, Exit, puis que vous re-rentiez dans SAP pour vous connecter dans une autre base. Donc, à ce moment-là, si vous voulez vous connecter dans deux bases en même temps, vous êtes mieux d'ouvrir un autre client puis de travailler côte à côte. Est-ce que ça répond à votre question, Marie-Josée? Oui, OK, parfait. C'est pour Christophe. C'est bon. OK. Donc,
OK, jusqu'à maintenant, donc on a vu des petites améliorations. Là, on arrive dans des choses un peu plus intéressantes. Au niveau du document printing, on a des ajouts dans les critères de recherche. Donc, le document printing, c'est l'outil qui nous permet de créer un certain nombre de documents et à la fin de la journée ou une fois de temps en temps, ben, on irait ici, ouvrir l'impression de documents et ça nous permet d'imprimer en masse, que ce soit des chèques ou que ce soit des confirmations de commandes ou même des facturations, des factures. Et ce qui a été ajouté ici, c'est des filtres supplémentaires sur les codes partenaires, les groupes de clients, groupes de fournisseurs et sur les propriétés. Donc, on se rend compte qu'on a une utilité de plus à bien catégoriser nos clients ou à bien utiliser les différentes propriétés. Et une fois qu'on a nos critères de sélection, on fait OK. Et il y a des champs qui ont été rajoutés, comme par exemple le commercial. Ça peut être utile, ça peut être intéressant de vouloir trier ou filtrer sur un commercial. On peut, à toutes les fois, enfin, je vous dirais 99% du temps qu'on voit des résultats de tableau, que ce soit par rapport aux ventes ou par rapport à des rapports ou des résultats de recherche, on a la possibilité ici d'aller filtrer, d'aller trier ou toujours à partir de menus contextuels. Donc, ça nous permettrait ici, admettons, si chaque personne est responsable de l'envoi de ses commandes, on pourrait à ce moment-là sélectionner seulement celles qui nous concernent. On a un certain nombre d'ajouts ici aussi. C'est qui le propriétaire, c'est les remarques et le code consolidé aussi. La référence client qui peut être utile aussi. OK. Au niveau des factures recevables, payables, on peut modifier la date d'échéance même si la facture payable ou recevable a été partiellement réconciliée. Le backorder report, ici, ça c'est intéressant. Le backorder report, ça fait pas si longtemps que ça existe. Avant, si on voulait savoir si on avait des commandes en retard, il fallait soit créer un rapport personnalisé ou encore utiliser le Open Item List, les documents en cours. Mais depuis, je pense, la version 9.2 ou 9.3, on a un rapport ici qui s'appelle commande en retard, backorder report. Ça, c'est un rapport qui est vraiment intéressant parce qu'on peut utiliser comme critère de filtre la date de livraison. Donc, nous, on ne veut pas voir si on a des commandes qui s'échelonnent sur plusieurs mois. Des fois, on peut avoir des dates dues qui sont dans 2 mois, dans 3 mois, mais on ne veut pas nécessairement les voir. Donc, on va vraiment se fier sur la date de livraison qui est dans la commande, date de livraison promise. On peut filtrer aussi sur certains codes clients ou certaines caractéristiques ou groupes d'articles. Et ça nous donne la liste des commandes qui, si elles ne sont pas livrées entre cette date et cette date, donc jusqu'au 6 mars, elles vont être en retard. Et ce qui a été rajouté, ce qui est vraiment intéressant ici, c'est qu'on a un nouvel ajout, c'est les factures de prépaiement. Donc, on a un statut ici. Est-ce que ma facture de prépaiement, elle est non payée, elle est payée en partie ou elle est entièrement payée? Et à ce moment-là, on peut aller filtrer. Nous, si on veut expédier seulement celles qui sont entièrement payées, eh bien, encore une fois, on peut aller utiliser nos filtres et on va aller spécifier seulement ceux qui sont entièrement payés. C'est Et les intéressant, autres, ça, ben, on Christophe. s'en occupe pas. Oui, très intéressant. OK. Donc, voilà pour le rapport. OK, au niveau finance, deux petites choses. Premièrement, la remarque des écritures de journal a été augmentée à 254 caractères. Et aussi, on a la possibilité maintenant, et je crois que c'est seulement dans la version 1A, mais il va falloir que je vérifie ça. Il est possible maintenant dans un état financier de faire un drill down sur les comptes de grands livres. Et ça, je sais que c'est une demande qui avait été faite il y a quelque temps.
Ça Oui, peut être intéressant pour un c'était client. supposé de sortir dans la 9.3 PL patch level 10. Puis, Ah, ok. c'était C'est supposé, fait que vrai. je suis contente là, de voir que ça finit par se faire. Exact. Donc, si on sort, par exemple, Alors, on va ça dire répond à notre question que ça sera pas juste sur un an parce que, j'aime mieux le vérifier, ça. ouais, c'est sûr, Ouais, mais j'ai un petit doute. OK. Donc, en général, un état des résultats où il y a un paquet de rapports, hein, que ce soit un compte de bilan ou une balance de vérification, il y en a plusieurs. Maintenant, on a la possibilité d'aller faire un forage sur le compte de grand livre, ce qui nous permet rapidement d'aller voir les écritures. Ok, donc, on connaît cet écran qui nous permet de filtrer sur les dates ou sur les X dernières transactions ou seulement sur les transactions non rapprochées ou rapprochées. Donc, ça, je pense qu'il y a plusieurs clients qui attendaient ça. Ok. Puis ici, on a les rapports de budget. Donc, ça inclut les rapports de budget, profit and loss, balance de vérification, etc. Et les rapports de comparaison aussi. C'est ça. C'est vraiment les principaux. C'est nos trois principaux rapports, plus les trois principaux rapports de comparaison et de budget. OK, gestion de projet. Un module qui commence à devenir intéressant quand ça a commencé en C'était 9.2, 9.2. je crois. Ouais. C'était un petit peu, enfin, il manquait, c'était un bon début, là, mais il manquait des informations. Et là, ça commence à devenir vraiment intéressant, surtout au niveau du Gantt chart, donc le diagramme de Gantt, je crois qu'on peut l'appeler. Ce que ça permet de faire, c'est que maintenant, il est interactif. Donc, jusqu'en version 9.3, on pouvait seulement le visualiser. Mais à partir de maintenant, ce que ça nous permet de faire, on va aller, euh, on va aller ouvrir un projet dans lequel on est dans les dates. OK, celui-ci, donc, qui doit finir pour le 31 mars 2020. C'est un projet pour lequel on a des projets partiels, donc des sous-projets. Quand on fait un clic droit, ça nous donne accès au diagramme de Gantt. Diagramme de Gantt qu'on connaît, qui nous permet de visualiser le lien entre nos étapes et les échéanciers. Mais ce qui est possible maintenant de faire, c'est qu'on peut déplacer carrément, on peut déplacer ou agrandir ou réduire une des étapes finalement. Dans ce cas-ci, c'est le troisième sous-projet. Donc et on fait mettre à jour. Donc, je peux voir ici que je peux voir ici que la date d'échéance a été modifiée. Au début, on était au 31 mars, là on est rendu au mois d'avril. Et ici, en faisant un forage sur la phase, on va le voir aussi que la date d'échéance a été modifiée. Donc, les projets, c'est quelque chose euh, qui commence à être intéressant et que certains de nos clients utilisent. Ouais, ça, j'ai une question là-dessus, Christophe. Si, mettons, là, quand tu as des phases avec la charte de Gantt, est-ce que tu as des phases qui ne peuvent pas ou des, des, euh, des étapes qui ne peuvent pas être réalisées avant la fermeture de l'autre? Fait que s'il y a une modification dans un de les phases, est-ce que ça va repousser la date de l'étape suivante? Tu sais, je veux dire, Hmm, ça, je l'ai pas testé. Je sais qu'il est il me possible semble que ça d'aller. devrait, mais je veux juste Ça m'en devrait. assurer. On peut spécifier des dépendances. On peut dire, ben, celle-là, elle peut commencer seulement quand celle-là, elle est finie. OK, ben c'est ça. Mais ouais, j'ai pas OK. testé si en déplaçant celle-là, ça va déplacer l'autre. Puis, mais je pourrais le vérifier, ça. Ça devrait, puis même avec ça, tu sais, en déplaçant avec l'autre étape qui va être également repoussée, que ça envoie une alerte à la personne qui s'occupe du projet, je sais pas. Tu sais-tu? Ouais, c'est toujours possible. En général, Mm. c'est les gestionnaires de projet donc OK. qui vont gérer ça.
Je vais vérifier ça, puis je OK. vais vous revenir. OK, donc Gantt chart, ici, au niveau fiche article. OK, ça aussi, c'est intéressant. Il y a deux choses intéressantes ici. La première, c'est que maintenant, on peut changer un article de groupe d'unités de mesure. Si le nouveau groupe d'unités de mesure inclut les unités de mesure, c'est-à-dire que si les unités de mesure sont communes aux deux groupes, à ce moment-là, on va être capable de modifier. Et l'autre chose aussi, c'est que quand on fait une modification de la description d'un article qui est inclus dans une nomenclature, dans un BOM, un Bill of Material, SAP va nous demander si on veut modifier la description dans le BOM. Alors, on va aller regarder ça. OK. On a un article ici qui est géré au poids. Il est associé au groupe d'unités de mesure weight. Puis le groupe d'unités de mesure weight, on a simplement des grammes, des livres et des kilos. Et on a aussi OK, je ne peux pas y accéder à partir d'ici. OK, on va y accéder à partir de là. On a un autre groupe d'unités de mesure qui s'appelle Weight EXT, qui lui comprend des grammes, des livres, des kilos, mais aussi des caisses de 10 kilos. À ce moment-là, ce que ça permet de faire, c'est que notre article ici, on va dupliquer, notre article qui est associé au groupe d'unités de mesure Weight, je peux maintenant, donc ici, si on regarde au niveau des achats, on peut l'acheter en livres, en kilos ou en grammes. Eh bien, je vais être capable de le modifier pour weight EXT et SAP va m'avertir que si je fais ça, ça va supprimer toutes mes unités de mesure de vente, d'achat et d'emballage. On fait oui, ça c'est correct. Et ce que ça nous permet maintenant, c'est d'être associé au nouveau groupe d'unités de mesure. Et ça, c'est possible parce que dans mon deuxième groupe, j'avais déjà les livres, les kilos et les grammes. Alors qu'avant, en 9.3, c'est tout simplement impossible. Une fois qu'on est associé à un groupe d'unités de mesure, ben, on peut plus rien faire avec ça. Donc, quand même intéressant. Et l'autre chose aussi qui permet d'avoir une meilleure visibilité sur les BOM, sur les nomenclatures. Okay. Ici, on a un serveur. On a un serveur qui est fait avec un PC et une imprimante. Et le PC est lui-même fait avec une carte mère et certains autres articles. Donc, la nouveauté, c'est que si on modifie un code d'article, par exemple lui, le HDD, on va l'appeler HDD test, on fait mettre à jour, et là, il nous avertit, SAP nous dit que cet article est lié à un BOM. Est-ce qu'on veut mettre à jour la description du produit? On va faire oui, on va faire OK. En rafraîchissant, on voit qu'il se retrouve ici dans la nomenclature, ça c'est correct. Mais on voit aussi que maintenant, il se retrouve mis à jour dans l'autre nomenclature. C'est une nomenclature à deux niveaux, si on peut dire. Donc, ça permet de garder une certaine uniformité, de mieux s'y retrouver finalement dans les BOM. OK. Ici, on a, puis peut-être qu'on pourrait finir avec la partie numéro 7. Peut-être qu'on pourrait finir avec ça. On Comme va voir tu comment veux, ça va dans le temps. Christophe, c'est bon. Ouais. Ouais. Ici, on a un changement qui est vraiment, vraiment intéressant. Il est possible maintenant de modifier les numéros de série et numéros de lot seulement dans des reserve invoice et dans des demandes de transfert.
Et ça, j'ai un exemple concret. On a un client qui est dans l'industrie de la nourriture, qui des fois va faire des achats pour des articles qui sont gérés par numéro de série ou numéro de lot. Et eux, ils font affaire avec un 3PL, un Third Party Logistic. Donc, qui va stocker les matières pour eux dans différentes parties du Canada ou des États-Unis. Mais le 3PL, ce qu'il va faire, c'est qu'il va, lui, il va assigner son propre numéro de lot. Et en communiquant avec notre client, il va lui dire, OK, ben maintenant, ton article, c'est tel code d'article, tel numéro de lot. Mais présentement, c'est pas possible de modifier un numéro de série dans SAP. À partir de la version 10, ça va être possible seulement pour ces deux types d'opérations, donc un reserve invoice et une demande de transfert. Si on prend par exemple, ici j'ai une demande de transfert pour une imprimante et le numéro de série que j'ai demandé à transférer, c'est lui. C'est le A6 de 86. Il est possible d'aller faire une demande de modification. Donc, on va aller mettre à jour le numéro de série seulement pour les demandes de transfert. On va faire OK là-dessus. Et c'est ce numéro-là, le 286. Donc maintenant, on peut aller le modifier pour le nouveau numéro de série qui correspondrait au numéro de série du 3PL. Ou, admettons, ça peut arriver aussi des fois que que quelqu'un fasse une erreur dans le numéro de série. On fait un mettre à jour, on fait OK. Et maintenant, c'est le nouveau numéro de série qu'on va se retrouver à transférer. Donc, ce que ça fait, c'est que présentement, la seule façon de pallier à ça, c'est de sortir la marchandise de l'inventaire et de la re-rentrer avec le nouveau numéro de série. Donc ça peut être un ajout très intéressant. Les groupes d'articles maintenant, on peut rentrer jusqu'à 100 caractères. Et aussi, une nouvelle fonctionnalité, c'est que maintenant, on peut naviguer directement à un code d'article quand, admettons qu'on est dans une commande et qu'on veut faire un forage sur un code d'article, mais si cet article-là est un BOM, est une nomenclature, avant, il fallait nécessairement passer par le BOM. Ça peut poser des problèmes quand, par exemple, les utilisateurs n'ont pas le droit d'aller voir ou d'aller éditer les BOM. Mais maintenant, il y a une configuration dans les options générales qui nous permet de dire, eh bien, le forage va se faire directement sur le code d'article. Comme par exemple, on se souvient du serveur qu'on avait utilisé dans les projets. Eh bien, maintenant, on peut aller naviguer directement dans les données de base, même si en réalité, c'est un BOM. Donc, on peut voir ici. Non, on est déjà en mode recherche. Parfait. Voilà pour ça. Je veux juste voir qu'est-ce qui reste. Format d'adresse, group name. OK, on va peut-être juste finir par celui-là. OK, celui-ci est assez simple. C'est qu'on peut maintenant avoir jusqu'à 100 caractères pour les customer groups. Donc les groupes de clients, les groupes de fournisseurs. Et ça, par contre, c'est une fonctionnalité qui peut être vraiment pratique. C'est qu'il est possible maintenant d'aller spécifier que dans les formats d'adresse, s'il y a un champ qui est manquant, à ce moment-là, on ne verra pas le gap, on ne verra pas la ligne qui est vide. Je vais vous montrer un exemple. Donc, dans les formats d'adresse, c'est dans partenaire, format d'adresse. On dirait qu'il ne veut pas s'ouvrir. OK.
On va aller en mode recherche, CTRL F. OK. Donc, admettons qu'on ait besoin d'utiliser, ici, on va rajouter une ligne. Admettons qu'on ait besoin d'utiliser le bâtiment. Puis que le bâtiment, on veut le mettre tout de suite en dessous de la rue. Il est possible d'aller dire masquer les lignes d'adresse vide. Et ce que ça fait, c'est que si on a un bâtiment dans notre client, c'est parfait, il va apparaître. S'il n'y en a pas, on va voir simplement la rue et la ville. Donc, on ne verra pas d'espace vide ici. Voilà. Est-ce que vous avez des clients, pas des clients, des questions? Vous pouvez utiliser chatbot ou soit enlever votre mute là, si vous avez des questions. Ça va? Ça semble correct, ça. Donc, pour la semaine prochaine, on va parler du Web Client en version PL1, ANA, et on va parler de certaines améliorations qu'il y a eu au niveau des attachments, des références et d'autres petites choses. Donc, point 2 et point 9 et plus. C'est ça. Fait que ça, c'est dans 2 semaines, pas vendredi prochain, l'autre. Ouais, c'est dans 2 semaines. Parfait. Ben, merci tout le monde. Merci beaucoup, Christophe. Puis, je vous rappelle, vous avez accès au support si besoin ou encore, vous avez mon numéro et mon courriel. Ben, bon week-end tout le monde. Merci, Christophe. Merci, à Bye bientôt. bye.